Moi, je travaille sur les structures d'accompagnement au Cameroun et au Nigeria, et j'aimerais vous partager, pour introduire ensuite la présentation de Lucien, vous présenter une réflexion de politistes travaillant sur des objets économiques. Voilà. Donc, dans un article, ouais, j'ai pas le PowerPoint, mais je pourrais vous le partager. Dans un article publié en 2021, Andreas Eckert se demandait où étaient passés les travailleurs dans les travaux de sciences sociales africanistes. Alors, il y a eu un regain d'intérêt récent, mais Coppens, qui est un anthropologue prolifique français des années 80-2000, considère que la problématique du travail et les travailleurs dans les Afriques contraste, en fait, aujourd'hui, contraste avec la somme de travaux très importants qu'elle a pu inspirer jusqu'en fait dans les années 90. Donc ma communication elle va peut-être être un peu en décalage avec ce qui s'est fait jusqu'à présent dans le colloque, puisque je ne compte pas parler directement de mon terrain de recherche ou de mes données collectées au Cameroun, mais de partager avec vous une limite que j'ai rencontrée lors de mes enquêtes. Parce qu'en tant que politiste qui travaille sur des objets économiques, j'ai rapidement fait face à des limites quant au modèle d'analyse dominant de la science politique africaniste francophone. Je vais les définir plus précisément ensuite et les discuter, mais c'est notamment la politique du ventre et le néopatrimonialisme. Donc, quand je dis les modèles d'analyse dominants, je tiens à souligner que c'est un parti pris, et ça m'a conduit à sélectionner essentiellement des auteurs occidentaux, entre guillemets, pas parce que j'ignore le reste des travaux, mais en fait c'est la conséquence de l'inégalité, on va dire, constitutive de la fabrique des savoirs en études africaines. Bon, le lien avec le Cameroun et avec les discussions du colloque se trouve de la manière suivante, puisque le Cameroun, on l'a dit hier, a constitué un laboratoire, un terrain majeur dans l'élaboration de modèles théoriques encore utilisés aujourd'hui. Mais le paradoxe, c'est que si ces modèles, en partie forgés à partir du cas camerounais, ont été particulièrement intéressants et heuristiques, aujourd'hui, plusieurs chercheurs, comme Marie-Emmanuelle ou avec son livre, ou Roger dans sa thèse, Roger Oyono, posent frontalement la question de ce que ces concepts peuvent encore nous faire découvrir et nous faire dire de nouveau sur des objets plus ou moins classiques. Donc ma réflexion, ma communication, elle est née de discussions, il faut être franc, engagées dans deux groupes de travail distincts. Le premier, c'est celui du séminaire Travail et syndicalisme en Afrique, organisé par Olivier Roy, Sidi Sissoko et puis Guillaume Badeau à l'UMAF à Paris, entre 2020, je crois, et 2023. Et l'autre, plus informel, à Bordeaux, avec Jean-Philippe Bérou et Alain Pifto, qui sont socio-économistes. Et puis comme Salver, qui est politiste et qui travaille sur les associations de travailleurs, notamment au Nigeria. Donc ma communication, elle a trois objectifs. C'est d'abord de mettre en lumière les limites de la politique du ventre et du néopatrimonialisme lorsque ces notions ou ces concepts sont appliqués à certains objets. Deuxièmement, c'est inviter à discuter, à partir du cas du Cameroun, de nouvelles pistes pour intégrer au mieux la dimension du travail et de la production dans l'analyse du politique. Alors, certes, la plupart des travaux que je vais citer n'ont pas été élaborés directement dans le laboratoire qu'est le Cameroun, donc on évite quelque part le nationalisme épistémique dont parlait hier Marie-Emmanuelle, mais les modèles d'analyse dominants de politique l'ont été dans ce cadre. Et bien sûr, il faut reconnaître leur immense utilité, et mon propos, c'est pas de les abandonner. Et troisièmement, c'est c'est-à-dire d'introduire les deux communications, il n'y en a plus qu'une, de Lucien. Donc, pour la présentation, je vais partir d'une approche, on va dire, génétique ou chronologique des savoirs. Donc, je vais d'abord présenter le thème du travail et des travailleurs africains, avant de cerner la science politique, enfin, essayer de cerner en tout cas, mais j'ai des difficultés à cerner la science politique francophone africaniste. Et dans un second temps, je vais essayer de vous démontrer qu'en dépit d'une... C'est la thèse, enfin c'est le cœur de mon propos, c'est qu'en dépit d'une très forte proximité conceptuelle entre les principaux modèles d'analyse de la science politique africaniste francophone et les enjeux soulevés par les travaux antérieurs portant sur le travail et la production des Afriques, il y a eu un rendez-vous manqué. En d'autres termes, en fait, l'usage contemporain de ces concepts a conduit à laisser de côté la dimension de la production et de l'organisation laborieuse. Et donc, à avoir des blind spots.
Donc le thème du travail et des travailleurs africains dans l'espace francophone, Guillaume Badeau, dans sa thèse en 2020, distingue 3 grandes vagues, je vais aller assez rapidement, sur le thème du travail et des travailleurs africains. Donc à la fin de la période coloniale, qui est un projet de transformation, notamment à partir du travail, il y a un certain nombre de recherches, majoritairement en anthropologie, qui se sont intéressées aux transformations qui touchaient l'économie domestique, le salariat, les migrations. On pense à cette époque, un des travaux majeurs, c'est celui de Ballandier, Sociologie des Brazzaville noirs, publié en 1955. Si ces travaux sont plutôt le fruit de chercheurs qui mettent au service de l'administration coloniale un peu leur expertise, en fait. D'autres publications ont parfois une perspective plus militante, comme il y a une revue, un numéro en présence africaine, par exemple, publié en 1952. La deuxième vague que distingue Guillaume Badeau, c'est des études plus ambitieuses sur les travailleurs et les travailleuses en Afrique, et des réflexions très marxistes sur leur constitution en tant que classe sociale. Donc c'est très riche, mais c'est très anglophone. Elle est peu représentée en France. Et la troisième vague est stimulée par la création en 83 d'une unité de recherche à l'Orsum, qui est aujourd'hui l'IRD, et qui est directement dédiée aux travailleurs et au travail dans les pays du Sud. Alors ce moment conduit à la publication de 3 ouvrages au moins très importants, notamment de Cabane en 95, de Lothier en 90 et de Coppens en 81. Et ces travaux-là sont vraiment pluridisciplinaires. Ils ne sont pas le fait de politistes, et ils s'intéressent à la pluralité des formes de travail. Ces travaux-là sont majeurs. Et dans le même temps, et c'est ça qui est intéressant, il y a des changements professionnels, idéologiques et sociaux qui ont favorisé l'apparition d'un nouvel objet, et c'est celui de l'entreprise africaine. Donc, un peu de contexte, dans les années 80, il y a ce qu'on appelle les politiques d'ajustement structurel qui bouleversent la structure de l'emploi, les conditions de travail, et plus largement celui de la formation de l'État. Dans de nombreux pays africains, au Cameroun, de mémoire, c'est la seconde moitié des années 80, 87 plus précisément. Donc, ça se manifeste par la privatisation d'entreprises publiques, la réduction et la rationalisation des dépenses, la diminution des rémunérations, la flexibilisation du droit du travail. Et ça a suscité des intérêts scientifiques nouveaux sur des pratiques et des attitudes qui étaient jusque-là peu interrogées. Je pense notamment aux travaux de Banegas et d'autres, qui a conduit au numéro sur les nouvelles figures de la réussite. Mais aussi une étude, par exemple, de Afou Yapi, qui est un agronome, et là on retrouve le caractère pluridisciplinaire de non-politistes qui s'intéressent à la dimension politique du travail. Afou Yapi, donc c'est un agronome ivoirien, et il fait une enquête en 77 et 79 qui porte sur l'économie de plantation et l'économie du capital. Alors c'est intéressant parce que y a une très bonne comparaison à faire avec le Cameroun. Et à l'issue de cette enquête, il découvre un angle mort, c'est qu'une grande partie des propriétaires des plantations de cacao et de café, sur laquelle l'enquête initiale ne porte pas, ont un profil sociologique particulier, parce qu'il s'agit principalement d'hommes installés en ville, des fonctionnaires, des politiciens ou des employés, qui sont issus d'une même zone géographique ou culturelle, qui gèrent, et c'est ça qui est important, qui gèrent à distance une exploitation agricole. Et lui, il les qualifie de planteurs absentéistes, qui diffèrent des planteurs villageois qui sont sur place et qui gèrent leur entreprise. Et à plusieurs égards, cette enquête, elle incarne les travaux publiés à cette époque. C'est-à-dire que cette analyse, qui n'est pas celle d'un politiste, même pas d'un sociologue, d'un agronome, analyse les trajectoires sociales des planteurs, la description de leur mode de gestion de l'entreprise et des employés, la conversion de capitaux accumulés en ville vers des capitaux mobilisables au village, l'analyse des rivalités entre les planteurs villageois et les planteurs absentéistes. Et même si l'enquête ne va pas jusque-là, elle informe également de la trajectoire prise par la société politique ivoirienne depuis l'indépendance. Alors, professionnellement, les chercheurs des années 80, ils font face à une demande sociale croissante, avec les politiques d'ajustement structurel, mais là, de la part d'institutions de développement, dont l'intérêt porte sur l'informalisation du travail. Parce que, assez rapidement, les experts, les consultants, les employés des institutions de développement, des organisations internationales constatent
que les politiques d'ajustement structurel ne produisent pas les effets escomptés. Et donc il va y avoir une autocritique. Et donc ces organisations-là vont financer une partie des chercheurs de cette génération-là pour comprendre les phénomènes qu'ils observent mais qu'ils ne comprennent pas. Et ça conduit, du coup, cette situation de financement à des accusations de la part de certains chercheurs d'inféodation à l'idéologie dominante à l'encontre de leurs pairs qui travaillent sur ces thématiques. Par exemple, on retrouve une recension de Coppens qui critique un politiste, et par là, il tacle quasiment tous les politistes. Coppens critique Sandbrook, qui lui reproche d'avoir abandonné une lecture en termes de lutte des classes et de promouvoir en fait le libre marché. Donc dans ce contexte de commande fléchée, il y a une partie des chercheurs de l'unité de l'Orstom, donc l'IRD aujourd'hui, qui s'oriente autour de l'anthropologie de l'entreprise et des entrepreneurs en Afrique, mais sans renier les perspectives originales du groupe de travail de base. Donc, parce que l'entreprise ou l'entrepreneuriat reste des portes d'entrée pour saisir, hein, c'est des dynamiques qui ne se limitent pas à l'organisation marchande. Je pense aux ouvrages de Fauré publiés en 1994, notamment sur le Burkina, Élysée et Fauré, Varnier sur le Cameroun en 1993, Bazin sur la Côte d'Ivoire en 1997. Tous ces travaux tissent des liens avec certains politistes africanistes, notamment Médard, qui y discutent. Et ce qui est intéressant, c'est que ces travaux-là restituent les observations de terrain dans des processus politiques plus larges. Vraiment, ces travaux brillent par leur ouverture disciplinaire. Mais cet agenda de recherche, il a été très peu investi par la science politique, qui reste essentiellement le produit de sociologues, d'anthropologues, d'historiens. Donc, évidemment, aujourd'hui, affirmer le caractère politique du travail, ça paraît très banal, alors même que la question mérite d'être posée à la science politique africaniste francophone. Là, c'est peut-être je m'adresse plus aux politistes ici dans la salle. Comment on peut définir une science politique africaniste francophone? Est-ce que même on peut le faire? Roger, dans sa thèse, pose la question. Pour le dire très simplement, la science politique africaniste francophone telle qu'elle se présente aujourd'hui, elle peut se définir, si on reprend la réflexion de Mamadou Gazibo, comme l'héritière d'une vague qui naît dans les années 90, dans le sillage de Politique africaine, une revue. Et cette vague, elle se caractérise par une réaction à deux types de théories, notamment marxistes et puis développementalistes. Et cette vague, elle renvoie dos à dos ces deux traditions. Et le but de cette troisième vague, on va dire, c'est d'étudier les sociétés africaines pour elles-mêmes, prises dans leur diversité historique, et avec une conception élargie de politique. Donc c'est les modes populaires d'action politique, la politique par le bas, mais aussi il y a un dialogue conceptuel avec l'histoire et l'anthropologie, et puis une conversion au terrain ethnographique. Et donc à bien des égards, et Roger tu me diras si tu es d'accord, les politistes d'aujourd'hui sont tributaires des ruptures opérées à cette époque. Mais cette définition est un peu pas très opératoire, parce que la troisième vague elle se caractérise aussi par une impression d'éclatement, et un flou disciplinaire. D'ailleurs, Jean-Pierre Olivier de Sardin montre que les politistes anthropologues se lisent et se citent, ce qui contribue à des convergences de méthodes et des objets de recherche similaires. Donc je n'ai pas de réponse définitive sur ce que c'est la science politique africaniste francophone, mais je pense qu'on peut s'accorder sur le fait qu'on utilise des modèles dominants d'analyse. On est inspiré en tout cas par au moins le néopatrimonialisme et la politique du vent, surtout au Cameroun. Donc là, voilà. Pour le cœur de mon argumentation, c'est qu'il y a une proximité conceptuelle au départ, mais un désintérêt pratique. Ce que je vais montrer, c'est que il y avait toutes les raisons de croire que la science politique pouvait prendre vraiment au sérieux la dimension de la production. Mais elle ne l'a pas fait. Et pour ça, je vais essayer de vous montrer les origines, les inspirations à la base de cette troisième vague. En fait, les deux principaux modèles d'analyse du politique dans les Afriques, notamment au Cameroun, développés au début des années 80 par la troisième vague, ça repose à plusieurs égards sur ce qu'on a appelé le débat kényan. Et c'est intéressant, on cite encore le Kenya ici. Alors ce détour par ce débat, il est important parce qu'il rend étonnant et surprenant le fait que la science politique africaniste actuelle,
se soit détourné des questions de travail et de production. Donc, je vais essayer, je ne sais pas combien de temps je suis là. Il est 50, t'as 20 minutes. Wow. Un peu moins, c'est un peu moins. moins. Un peu moins, ok, ça marche. On va laisser plus de place à Lucien. Mais il vous reste 1 heure en gros. Ok. Donc, le débat kényan, c'est porté par des économistes et des historiens, principalement anglo-saxons, principalement britanniques. Et ce débat, il a pris place entre 1975 et 1980 dans les colonnes d'une revue qui s'appelle la Review of African Political Economy. Et ça permet de donner une idée de ce que doit la science politique africaniste francophone contemporaine à la vaste problématique du travail. En gros, les termes du débat, à l'époque, c'est que les chercheurs marxistes orthodoxes envisagent sur le plan théorique l'hypothèse de la conversion progressive du mode de production capitaliste, c'est les expressions qu'on utilise beaucoup à l'époque, à l'ensemble des pays sous-développés sous l'effet de plusieurs facteurs. Alors que les tenants du marxisme dépendantiste réfutent cette hypothèse. Pour eux, le système capitaliste, il est organisé autour de centres développés qui maintiennent structurellement les anciennes colonies en périphérie, ce qui les empêche de profiter, d'emprunter les trajectoires de croissance capitaliste. Donc, le fait est que le Kenya, qui est indépendant depuis 1963, connaît des transformations sociales, économiques et politiques très importantes, et ça va constituer un réservoir d'anomalies au sens de Thomas Kuhn. Et alors, sans pouvoir résumer ce débat qui est très dense, protéiforme, si vous voulez lire des choses dessus, vous pouvez lire en français, il y a un article de Grignon. Je suis vraiment désolé, je ne sais pas pourquoi je n'ai pas prévu le PowerPoint, je ne l'ai pas mis en route, mais je pourrais vous l'envoyer aucun souci. Mais il y a 2 discussions majeures qui ont inspiré le renouveau de la science politique francophone. Alors la première discussion, ça porte sur les rapports entre l'État et l'accumulation de capital. Est-ce que les États nouvellement indépendants peuvent jouer un rôle dans la structuration d'un capitalisme national? Les enquêtes empiriques, en fait, qui sont suscitées par le débat kényan, elles vont conduire à l'élaboration d'une notion qui est fondamentale et qu'on observe encore aujourd'hui. Et c'est ce que Afouyapi en Côte d'Ivoire observe, ce que j'observe aussi sur mon terrain, c'est la notion de straddling. Alors le straddling, qu'on pourrait définir traduire par chevauchement, c'est... on observe en fait un chevauchement entre l'emploi permanent dans les appareils d'État et l'accumulation dans l'entreprise privée. Et un auteur qui s'appelle Cohen, qui participe, C-O-W-E-N, qui participe au débat kényan, remarque, par exemple, dès les années 20, qu'il y a une classe sociale indigène qui se constitue au Kenya, qui se reproduit à cheval entre l'économie domestique, l'économie salariée et l'emploi public. Et ces réflexions, elles rejoignent en réalité d'autres réflexions et d'autres constats qui sont initiés dès les années 60 par des anthropologues français, notamment Georges Ballandier. Et c'est intéressant parce que cette citation, elle est prise telle qu'elle dans l'État en Afrique de Bayard, et ça fonctionne comme un axiome en fait de départ. Qu'est-ce que nous dit Ballandier, donc dans un ouvrage publié en 1967 mais qui a été republié en 2013? Donc je cite: « Les rapports de production n'ont pas encore acquis en Afrique noire, terme venu suranné, le rôle déterminant qu'ils ont eu dans les sociétés dites occidentales. L'explication doit être recherchée à partir des données politiques, au plan des relations entretenues avec le nouveau pouvoir. » Et là, c'est ça qui est très important. L'accès donc au nouveau pouvoir contribue au renforcement de la seule classe bien constituée, la classe dirigeante. C'est la participation au pouvoir qui donne une emprise sur l'économie, beaucoup plus que l'inverse. À cet égard, le jeune État national a des... Bon, voilà. C'est ça qui est important, c'est la participation au pouvoir qui donne une emprise sur l'économie. Et donc, ce qui va peut-être expliquer cet axiome-là, qu'on va s'intéresser davantage aux relations, au poids du politique sur l'économie plutôt que l'inverse, ou en fait, simplement prendre l'économie comme une matrice génératrice de politique, de rapport de pouvoir. Et dans ses notes sur la littérature anglo-saxonne sur l'entrepreneuriat, publiée en amont d'une étude pour l'Orstom, Fauré, qui est un socio-économiste français, remarquait lui aussi, même chez les anglo-saxons, le consensus sur la place accordée à l'État, à la sphère politique, et à la sphère politique, à l'État et à la sphère politique, sur les processus d'accumulation. Comme si, en fait, les processus d'accumulation étaient assujettis, en fait, au rapport, au champ politique. Comme si le champ politique était déterminé
tout ce qui se passait dans les initiatives privées. Il reconnaissait, et je cite, que globalement, l'État et la politique, partout en Afrique subsaharienne, c'est quand même assez fort de généralisation, constituent des bases d'enrichissement, de captation des opportunités, le marchepied de placement dans la sphère économique des activités et des entreprises privées. Sauf qu'au même moment, il y a un travail qui est publié par une anthropologue états-unienne qui s'appelle Janet McGaffey et qui fournit la principale nuance empirique à ce consensus. Elle travaille sur le Zaïre et en fait, elle apparaît que le Zaïre de l'époque, c'est un peu l'idéal type d'une classe qui repose sur le straddling. Il y a eu une politique qui s'appelle la zaïrianisation, où en fait, il y a une nationalisation des propriétés détenues par les étrangers, et cette nationalisation a conduit à une redistribution sur la base de la proximité avec le pouvoir, comme les militaires, les politiciens, les fonctionnaires. Sauf que les principaux bénéficiaires de cette politique ne gèrent pas directement leurs nouveaux actifs et ne réinvestissent pas leurs profits afin d'accroître leur capital. Elle part à Kisangani, dans l'est de l'actuel Congo, et elle va enquêter une centaine d'entrepreneurs, je mets des guillemets entrepreneurs, peut-être qu'on pourra en revenir dessus plus tard. Elle remarque au contraire qu'il y a une classe sociale qui, même si elle a pu bénéficier de cette zaïrianisation de l'économie, en fait, elle se comporte différemment. Ils mettent en place une gestion économiquement rationnelle de leurs entreprises. Ces enquêtés parviennent à accumuler des capitaux sans relation particulière avec le pouvoir politique. Et c'est ce qu'elle appelle la seconde économie ou l'économie de la débrouille. Du coup, je ne vais pas passer sur la deuxième discussion du débat kényan, sinon ça nous amènerait un peu loin. Ok. Ce qu'il y a à retenir, juste avec cette première dimension, sachant qu'il y en a plus, toutes ces discussions, en fait, elles ont eu une influence importante sur le renouveau de la science politique africaniste francophone dans les années 80. Elles sont vraiment... il suffit de lire ces travaux et de regarder la bibliographie qui est citée, et on voit, voilà, c'est lu, c'est cité, c'est commenté, et ils ont participé au développement de deux notions majeures dans l'appréhension du politique dans les Afriques, c'est la politique du ventre et le néopatrimonialisme. Bon, Roger sans doute apportera aussi des précisions par la suite, mais pour le dire assez vite, puisqu'on n'est pas que entre politistes, le néopatrimonialisme, ça désigne une forme en fait hybride de pouvoir, et là vous allez voir en quoi c'est lié au débat kényan. C'est une forme hybride de pouvoir dans laquelle les institutions de l'État modernes, dits modernes, coexistent avec des logiques patrimoniales, c'est-à-dire personnelles, clientélistes, fondées sur des relations de dépendance. Donc en fait, dans un État néopatrimonial, si on suit l'analyse de Médard, c'est qu'il coexiste des structures bureaucratiques qui existent formellement, mais elles sont réinvesties, détournées, instrumentalisées par des logiques personnelles et informelles de pouvoir. Favoritisme, clientélisme, loyauté à la personne du chef plutôt qu'à la fonction, à l'institution. Et cette situation entraîne une confusion entre la sphère publique et la sphère privée. Et d'ailleurs, à ce titre, il distingue trois idéotypes. Le politicien entrepreneur, donc une personne qui a fait carrière dans le champ politique et qui intervient ensuite dans l'espace économique. L'inverse, l'entrepreneur politicien, qui est le bon courant, qui a fait carrière en tant qu'opérateur économique, puis qui convertit ses capitaux pour devenir un politicien, et le cursus dit mixte, les deux en même temps. Alors si Jean-François Bayard conçoit la politique du ventre aussi comme une matrice explicative des pratiques politiques néopatrimoniales dans les États d'Afrique post-coloniaux, il y a une lecture en outre plus foucadienne qui permet il met en avant ce qu'on appelle un dispositif de subjectivation. En fait, dans cette optique, les logiques de redistribution, de prédation, d'allégeance, ne sont pas seulement des mécanismes de domination, en fait, elles participent activement à la constitution de sujets politiques. Donc les acteurs sont loin d'être de simples bénéficiaires ou des victimes d'un système. Ils s'y constituent à partir de rôles codifiés comme celui du chef, du client, du courtisan, avec des pratiques performatives, donner, recevoir, manger, et des formes d'éthique politique qui valorisent la loyauté parfois, l'efficacité dans la captation, la capacité à redistribuer. Et voilà, c'est vraiment un résumé assez vite de ces deux modèles. Donc on voit que les modélisations du politique en Afrique, développées par les politistes, s'appuient très largement sur les acquis de l'économie politique et l'économie du développement dans les années 70. Et pourtant, alors même que la question du travail est au cœur de ces modèles, elle va paradoxalement être occultée à mesure que ces modèles vont s'imposer en sciences politiques africanistes.
Et Guillaume Vadot montre que le paradigme de la politique du ventre est paradoxalement oublieuse de la production de richesses. On considère les ressources sous l'angle presque exclusif de la compétition et des modalités de leur redistribution et de leur consommation, mais on évacue la matérialité du travail, d'où provient la création de ces richesses. À ce titre, on le voit dans des travaux très riches et que je ne critique pas, publiés au Cameroun. Je pense à l'article aussi que tu cites, Roger de Ngegang, qui montre qu'arriver à un certain niveau de richesse, alors, il travaille sur Ngaoundéré et puis dans l'ouest du Cameroun, arriver à un certain niveau de richesse, certains hommes et femmes d'affaires, donc il parle d'entrepreneurs politiciens, en fait, vont convertir des capitaux économiques en capitaux politiques, donc titres traditionnels, députations, mairies. Et le mécanisme qui permet cette conversion, c'est l'échange de biens matériels et de positions d'accumulation, l'emploi, contre un capital social qui est utilisable en poste politique. Donc l'intérêt de ces lectures, c'est de dire des choses sur la division du travail politique dans des situations caractérisées par une faible différenciation structurelle. Mais il y a des choses qu'on oublie, puisqu'il est rarement question de savoir dans quelles conditions pratiques, dans quelle hiérarchie, selon quelles modalités, les richesses matérielles échangées sont produites ou captées. Or, les lieux de production et les sites d'accumulation de capital sont aussi des matrices du politique. Et c'est pourquoi Guillaume Vadot soulève une question très provocante, très intéressante, et qui, à mon sens, on n'a pas encore vraiment répondu. Je n'y répondrai pas aujourd'hui, mais j'aimerais vraiment qu'on puisse le discuter. Il pose la question, mais de quoi le ventre se remplit-il? Autrement dit, qu'en est-il de l'activité de travail, des rapports et des rapports sociaux liés à la production, qui jouent un rôle en fait central dans le fonctionnement du quotidien de l'immense majorité de la population, mais qui est quand même très marginal dans la littérature politiste. Donc ce qu'il reproche, c'est qu'on s'intéresse trop à la consommation et pas assez à la production. Donc il y a quelques pistes, de recherche. Vadot, dans sa thèse, il a travaillé sur des sites de production d'EVA notamment. Lui, il enrichit les études politiques africaines en mettant en évidence le rôle central des espaces de production dans l'information du politique. Il se concentre sur les dynamiques locales, les relations de travail, les conflits sociaux au sein des plantations industrielles, ce qui permet d'offrir une compréhension plus nuancée et plus ancrée des processus de politisation et de construction du pouvoir au Cameroun. Donc, plutôt que de chercher seulement dans la verticalité des relations clientélistes la structure de politique, il s'intéresse à ce que induisent les conflits matériels dans les lieux de production et d'accumulation. Mathilde Jourdain, qui devait présenter aujourd'hui, je vous invite à lire ses travaux et puis peut-être à lui demander sa thèse si elle veut bien vous la partager. Vous pourrez vous passer son email si vous le souhaitez. Elle s'intéresse par exemple au rentier de l'immobilier à Douala sans recourir à la notion de big man. Et pourtant, elle pourrait appliquer cette grille de lecture à ces enquêtés. Une autre approche que j'utilise, et je vais finir sur ça avant de laisser la parole à Lucien, c'est de décrire les usages réappropriés de nouvelles techniques importées en termes de gestion d'entreprise ou de bon comportement économique. Moi, j'observe des business developers, des consultants et autres employés d'incubateurs qui utilisent et qui distillent de nouvelles normes au sein de hiérarchies locales, qui sont certes faites de contraintes néopatrimoniales, de prêts de banque, de relations de clientèle, mais qui sont en fait aussi historiquement constituées selon certaines manières de faire. Si on reprend le terme de Varnier, il y avait, avant qu'arrivent ces nouveaux acteurs, des hiérarchies locales où il y avait des esprits d'entreprise. Et donc moi, mon décalage que j'opère, c'est de rechercher ce que la circulation de nouveaux savoirs spécifiques peut ou ne peut pas modifier dans un monde social spécifique, celui des PME formelles, qui évolue dans une société politique spécifique qui est le Cameroun. Alors ceci étant dit, ces approches, qui légèrement, on va dire, décalées, ça n'invalide en rien les précédents travaux. Et Lucien, qui adopte une approche, on va dire, plus classique, peut aussi dire des choses très pertinentes sur la relation des élites avec l'extraction minière, dans l'Est du Cameroun. Je vous remercie, je laisse la parole à Lucien, si tu veux. On prend les questions après, comme ça? C'est mieux. Je te laisse te présenter, Lucien. Oui.
Merci.